Bonjour, en cause numérique en direct des rencontres numériques et avec nous Yann Pennec, un invité qui vient de loin, d'une région où le vin est bon, de la région Aquitaine et plus particulièrement de Bordeaux. Pourtant c'est pas un nom breton ça, Pennec? Oh, la diaspora bretonne est partout en France et en Outre-mer. Donc pour ma part, ma famille est arrivée en Aquitaine. Tu peux nous présenter un peu ton parcours rapidement et ce que tu fais au sein de la région Aquitaine? Très bien, je travaille donc à la délégation TIC de la région Aquitaine. C'est une délégation qui a vocation à couvrir tous les champs du numérique à l'échelon de la région, c'est-à-dire les compétences régionales sont essentiellement dans les infrastructures, le développement économique, l'éducation. Et après, on embrasse des thématiques comme le tourisme, la culture, la jeunesse. Voilà. L'idée est d'infuser du numérique dans toutes nos politiques et de soutenir les acteurs aquitains sur ces thématiques-là. D'accord. Tu travailles beaucoup aussi également dans le domaine de l'innovation et aussi peut-être du lancement des startups, des choses comme ça. Oui, alors pour ma part, je suis plus particulièrement chargé du soutien aux entreprises numériques sur des projets innovants de R&D ou de développement de prototypes, de démonstrateurs. Donc oui, moi je suis plutôt basé là-dessus et sur les fonds européens aussi. D'accord. Sous quelle forme concrètement ça se traduit? Ça se traduit, oui. Alors la région Aquitaine a tout un arsenal d'aides publiques possibles pour le développement économique dont fait partie la filière numérique. Et puis pour le numérique en tant que tel, il y a différentes modalités de soutenir l'innovation. Tout d'abord, on soutient une agence, l'Aquitaine Europe Communication, qui a pour mission d'animer un petit peu cette thématique-là, d'animer une auberge numérique, qui est une sorte d'incubateur. On soutient des pépinières, des technopoles et on finance ensuite des projets. Soit des projets de création d'entreprise, soit des projets de recherche et développement, où on met en relation des créateurs, des entreprises plus mûres et des labos de recherche, des universitaires. Et puis après, on fait de la veille, on a une sorte de centre de ressources auprès de tous les acteurs publics et privés sur ces thématiques-là. Alors tu le sais, en Polynésie, on va essayer de monter un incubateur et une pépinière d'entreprise. Rumia, voilà. Est-ce que pour justement une île un peu comme la nôtre, qui est un peu excentrée, un petit peu, est-ce que c'est quelque chose qui est nécessaire et qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme conseil en fait? Alors sur la nécessité, en tout cas, je pense que c'est une belle opportunité. C'est un joli choix politique. Très concrètement, les conseils qu'on peut vous donner sur l'opportunité, je pense que l'intérêt du numérique, c'est d'effacer un peu, d'une certaine manière, l'existence de certaines frontières, pas toutes, certaines. Qu'il y a donc potentiellement intérêt à créer en Polynésie quelque chose qui permette d'accompagner les créateurs de projets numériques. Les conseils qu'on peut vous donner, alors avec toute l'humilité nécessaire, parce que voilà, on n'a surtout pas envie de prêcher la bonne parole tel le missionnaire, parce que c'est déjà nous on le vit mal, alors vous encore plus, et heureusement. Mais très concrètement, l'idée c'est, à partir de l'expérience que nous on a pu avoir, c'est d'être très agile, c'est-à-dire être capable d'évoluer très rapidement dans son appréciation des différents projets qu'on peut recevoir. Faire confiance aux gens, c'est-à-dire que entre un projet très intéressant et un porteur de projet un peu moyen, c'est-à-dire qui n'a pas de réelle vision, qui n'a pas une réelle accroche, qui n'est pas mort de faim sur son projet et qui a pas qu'on sent pas, parce qu'il y a beaucoup d'intuitifs aussi là-dedans, de subjectifs, c'est pas forcément évident. Donc entre un joli projet et un porteur un peu moyen et l'inverse, c'est-à-dire un projet qui est pas tout à fait carré, qui est présenté de manière assez rapide, où on comprend pas bien quel est le marché potentiel, quels sont les développements nécessaires pour l'atteindre et les partenaires, mais le gars il est bon, on sent qu'il est bon, il a des compétences, il est motivé, il est là et il écoute aussi les conseils qu'on peut lui donner. Et il faut prendre le deuxième et il faut l'aider. Et il faut se laisser le temps. D'un côté, il faut se laisser le temps de faire maturer un projet. Et en même temps, il faut aussi, à un moment donné, donner des limites aux porteurs de projets. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets qui, à un moment donné, sont bien dans le postulat de « je suis en train de créer un truc innovant, je suis en train de créer une... » Ok. C'est pas un métier en soi. À un moment donné, il faut vendre, il faut créer, il faut se lancer et tu vas plus habiter là. Ici, c'est sympa, il y a du monde, tu partages
plein d'expérience avec les autres porteurs de projets, mais à un moment donné, tu es censé voler de tes propres ailes. Et donc, à un moment donné, il faut mettre des coups de pied aussi aux fesses. D'accord. Il y a beaucoup de pépinières dans la région Aquitaine ? Beaucoup, il y en a pas mal. Oui, concrètement, ce sont des structures qui sont portées par des agglomérations en général, et la région vient les aider. Après, vraiment spécialisée sur le numérique, il y en a 3. L'une parce qu'elle est très orientée techno au départ. Et dans les technos, il y a 30%, 35% des entreprises qui en fait sont des entreprises numériques. Et puis une autre qui est située au sein d'une technopole où il y a une école d'ingénieurs, où il y a pas mal de personnes qui sortent avec des compétences dans ce domaine-là. Donc il y en a 3. Concrètement, il y en a 3. Quel type de conseils on peut vous donner ? C'est alors une certaine agilité, une certaine souplesse sur l'appréciation des projets. Faut prendre des risques, c'est-à-dire que vous allez accueillir des gens qui porteront des projets qui n'aboutiront pas. Ben voilà, c'est ça, hein, l'innovation, ça marche ou ça marche pas, mais il faut accepter l'échec. Il y a des porteurs de projets qui voudront pas vous écouter, mais vous serez plusieurs à jeter un œil sur les projets. Vous n'aurez pas tous non plus la même appréciation des projets. Parfois vous serez tous contre, et lui sera buté, mais à un moment donné il aura raison, mais vous le verrez après. Et donc vous serez d'autant plus, vous, accompagnateur de ces porteurs de projets là, meilleur que vous en verrez défiler. Au début vous allez être comme eux, vous allez démarrer, c'est-à-dire alors toi t'es là, t'as ce projet là, et ben on va t'accompagner, c'est-à-dire on va essayer de voir comment on fait pour faire aboutir ton projet. Vous allez découvrir les difficultés auquel il est confronté pour le statut, quel type de statut d'entreprise, comment je le fais développer par qui, est-ce que j'intègre un salarié, est-ce que je fais appel à un prestataire, est-ce que c'est un prestataire polynésien ou est-ce que c'est un prestataire ukrainien, est-ce que je prends des stagiaires, est-ce que je fais appel à des écoles, enfin bref. Et dans 3 ans, vous commencerez à avoir une certaine expertise et c'est vous qui allez créer une boîte. Ça se finit comme ça ? En fait, c'est l'idéal, ce serait l'idéal. L'exemple de Silicon Valley, c'est ça, c'est le lien très étroit entre le monde universitaire nécessaire et les créateurs et les chefs d'entreprise naît du fait que les chercheurs ne sont pas que chercheurs et mettent des billes dans les entreprises, dans les projets. Et qu'en général, quand ça décolle, parce que certaines décollent un peu quand même dans la Silicon Valley, ils quittent le monde universitaire. Et en France, on a du mal à avoir cette philosophie, entrepreneurship discovery. C'est pas évident, mais il y a une fibre entrepreneuriale à développer. Et il n'y a rien de tel que l'exemple de la réussite de certains projets pour donner l'envie à d'autres. Convaincre, bah oui. D'accord. Sur la région de Bordeaux, vous êtes un peu spécialisé dans certains domaines en ce qui concerne l'innovation technologique et numérique. Alors, il y a des belles entreprises qui sont effectivement spécialisées. Après, il n'y a pas un secteur d'activité numérique en tant que tel qui est à ce jour vraiment dominant à l'échelon national ou international. Il y a des belles boîtes. Il y a ce qu'on a essayé de cristalliser un peu, c'est 2-3 types d'activités. Il y a tout ce qui est l'analyse du web. L'analyse du web, qu'est-ce que c'est ? C'est la mesure de ce que font les internautes concrètement. En Aquitaine, on a une entreprise qui s'appelle AT Internet. C'est 160 salariés. C'est un outil qui s'appelle XITI, XITI, qu'on voit en bas des pages web, qui mesure en fait, qui vous piste et qui permet en tout cas aux clients de savoir exactement où vont les internautes, sur quelle page ils rebondissent, combien de temps ils y passent, et qui apporte du coup du conseil à leurs clients sur l'ergonomie de leur site, etc. Et il y a d'autres boîtes dans ce domaine-là. Il y a Systonic qui a des outils de crawlage du web pour des clients qui sont à la recherche de contrefaçon de leurs propres produits. Il y a Temesis qui est aussi sur le conseil et l'analyse des différents sites par rapport à l'usage de l'internaute en tant que tel. Bref, analyse et mesure du web d'un côté, où là il y a des compétences, on est à l'ère du cloud, et donc il y a peut-être un intérêt commun à aspirer
du flux, du contenu, et à le traiter après chacun avec ses outils, mais le coût de stockage peut être éventuellement mutualisé. Après, il y a une autre filière qui n'est pas vraiment une filière, mais il y a des compétences agrégées qui ont du sens. C'est tout ce qui concerne la numérisation et la valorisation du patrimoine. Alors, il y a toute une chaîne qui est donc constituée d'entreprises comme I2S qui numérisent de la 2D, c'est-à-dire des livres. Ils ont des scanners, ils ont des OCR. L'idée, c'est toute la chaîne du livre numérique. Ils sont leaders mondial en vente de scanners dans les bibliothèques. Leur concurrent, c'est Google qui arrive en disant c'est gratuit. Mais eux, c'est de meilleure qualité et ils ont pour idée d'agréger plein de compétences pour valoriser ce qu'ils ont aujourd'hui numérisé. Donc ça, c'est la numérisation et la valorisation 2D. Et puis on a la 3D aussi, où on a des entreprises qui numérisent de l'architecture et qui le scénarisent et qui mettent du jeu là-dedans. Et concrètement, là-dedans, il y a quelque chose à creuser. La valorisation 2D et 3D du patrimoine, et ce qu'on peut en faire comme produit touristique, comme produit culturel, comme produit de l'e-éducation. Et il n'y a pas de modèle économique très carré aujourd'hui. Nous, on a financé des gros projets de recherche et développement dans ce domaine-là. Il y a quelque chose qui existe à Bordeaux qui s'appelle Imayana, qui est une belle réussite qui... Pour le prototype, reste à voir aujourd'hui la réalité de l'usage. Mais concrètement, vous allez à l'office du tourisme, vous louez un iPad et vous vous baladez en ville et vous avez de la réalité augmentée qui apparaît sur tout un parcours. Il y a 9 points d'intérêt. Et vous avez le créateur de la ville au 19e siècle qui vous explique l'architecture et c'est sur mode humoristique, avec du jeu. On est face au grand théâtre de la ville de Bordeaux, on pénètre dedans avec le son, avec une réalité historique et très pointue, avec l'aide de l'université dans ce domaine-là. Donc voilà, il y a ces deux choses qui aujourd'hui sont potentiellement, on le sent, dans les années qui viennent, des éléments qui peuvent être différenciants. Après, il y a des belles boîtes sur de l'hébergement, Keops Technologies, je ne vais pas vous dire chiffre d'affaires, mais c'est assez une croissance à 2 chiffres depuis quelques années, quoi. D'accord. Et quelles sont les tendances actuelles pour je dirais les 5 ans à venir en matière de numérique? Alors, ma boule de cristal. Non, concrètement, la tendance, c'est la mobilité, les applis mobiles. La 4G, je pense, va encore révolutionner, mais en tout cas va donner des usages et des comportements différents. L'internet des objets, ouais. La communication entre les différents outils qui permettent de gérer l'énergie au sein de la maison. Concrètement, il y a tout ce qui est lié à l'économie d'énergie, les smart grids. Il y a l'internet des objets, il y a tout ce qui est l'analyse de la donnée. Et là, on va une pluie de données va s'abattre sur nous. La réutilisation de ces données-là pour les fructifier, pour les réutiliser, pour les revendre, ça c'est quelque chose qui va générer de l'activité, c'est certain. Pour le monde éducatif, pour le secteur public, mais pour le secteur privé, l'analyse de ses clients, de ses partenaires, de ses... Voilà, nous en Aquitaine, on a essayé depuis 4-5 ans, parce que c'est une filière très hétérogène. On parle de filière, mais les entreprises, elles ont des métiers complètement différents. De la toute petite boîte qui fait du conseil, d'intégration de logiciels libres, le Gold Partner de Microsoft, en passant par l'hébergeur qui fait aussi de la prestation un peu différente avec de la maintenance et de la surveillance, etc. On met ça tout sous les développeurs d'applis mobiles, les développeurs de jeux vidéo. Bon, tout ça, c'est la filière numérique, mais bon. Oui, c'est des métiers différents. Voilà, donc on a essayé de se fixer des grandes lignes sur lesquelles on va mobiliser la plupart des moyens. Et donc ces grandes lignes, c'est celles plus ou moins que je viens de vous évoquer. C'est tout ce qui concerne l'énergie, le bâtiment du futur, tout ce qui concerne la valorisation du patrimoine et de la connaissance. Donc là-dedans, il y a tout le volet éducation, etc. Il y a la ville intelligente, c'est-à-dire le transport, la mobilité, l'interopérabilité, forcément. Et puis tout ce qui concerne la e-santé.
J'ai oublié, j'aurais dû vous citer cette filière-là. On a un cluster ticket santé. Aujourd'hui très spécialisé sur le logiciel à destination des cliniques et des hôpitaux. C'est des logiciels informatiques spécialisés santé. Mais là-dedans, le marché futur, il est sur la e-santé, c'est-à-dire tous les outils mobiles et autres liés à la gestion individuelle de sa propre santé, le quantified self, etc. Et là, on a quelque chose comme plus de 1000 emplois aujourd'hui existants sur cette thématique en Aquitaine, avec des capacités d'évolution vers l'intégration de ces thématiques d'e-santé. Il y a le sport, le bien-être là-dedans. Tous les outils numériques qui vont pleuvoir sur et sous la peau. Enfin, bon, après, il y a la réalité de l'usage. Il y a la techno qui peut avancer très très vite et l'acceptabilité qu'on peut en avoir. Je suis pas sûr qu'il y a 15 ans, on aurait accepté l'idée qu'on puisse être tous géolocalisés comme on l'est aujourd'hui avec nos téléphones. Aujourd'hui, ouais, ça fait la question se pose plus parce que ce téléphone offre tellement de services que... Et dans les questions des entreprises et que vous pouvez accompagner sur... voilà, elle a besoin de géolocaliser ces personnes, ces utilisateurs, mais elle est obligée de leur demander leur consentement. Si elle lui pose la question « Voulez-vous être géolocalisé ?», vous aurez 99% de non. « Voulez-vous bénéficier de tel service ?» qui nécessite d'eux, voilà. Voilà, c'est une question de formulation. Voilà, et ça, vous pouvez les accompagner sur ces conseils de... Merci Yann, bon festival, bonne rencontre. Merci à vous, c'est super. Et bon séjour à Tahiti. C'est très intéressant, merci.